et le détruit de l'intérieur. Mensonge. Aubrey n'était pas enchanté par leur relation. Trahison. Ils ont retrouvé un corps dehors, mais on ne sait pas qui c'est. Et meurtre. C'est pas normal. Le diable est parfois tout proche. Quelqu'un a essayé de cacher le corps, et là on se dit, bon, on fait quoi maintenant? Une nouvelle année commence sous le signe de l'amour pour Dennis Goins, 62 ans, et Suzanne Green, sa compagne de 10 ans, sa cadette. You ready for this? Yes. Je me souviens du coup de fil de ma mère comme si c'était hier. Elle était si heureuse d'avoir rencontré quelqu'un. Oh boy. Oh là là, c'est rien de le dire. Il s'appelait Dennis. Il était formidable. C'était le prince charmant en personne. Il aurait décroché la lune pour elle. Et il l'avait demandé en mariage le jour de la Saint-Valentin. Pour l'heure, malheureusement, c'est un autre genre de cérémonie qui attend le couple. Le père de Dennis est décédé à l'âge de 87 ans. Dennis, qui était son fils aîné, était très proche de lui. Et sa peine en ce jour est immense. Dennis était un homme brillant et enthousiaste qui se laissait jamais abattre. Il avait de l'argent, mais il n'étalait pas sa réussite. Il avait l'air un peu hautain, mais c'est surtout qu'il était pudique. Une chose est sûre, il est heureux d'avoir Suzanne pour l'aider à traverser cette épreuve. Il y avait vraiment un lien très fort entre eux. C'était assez unique. Il rêvait de rencontrer l'âme sœur et de passer le restant de ses jours avec elle. Et il l'avait trouvée. Suzanne prend son rôle à cœur. Elle tient à montrer son soutien à sa nouvelle famille. Dorothy, la mère de Dennis, c'était vraiment une femme charmante. Elle était intègre, comme Dennis. Mais tous les membres de la famille n'ont pas été coulés dans le même moule. Dennis avait un frère, Gary, qui était plus jeune que lui. Et aussi très différent. Gary était jaloux de Dennis depuis leur plus tendre enfance. Parce que Dennis était l'enfant prodige. Il était brillant, il était aisé, contrairement à Gary. Gary a du mal à cacher son aigreur face au succès de ce grand frère, connu pour être l'un des pionniers de la Silicon Valley. Gary était jaloux du succès de Dennis, c'est évident. Dennis a également une fille, avec qui il entretient des rapports compliqués. Disons qu'Aubrey était assez délurée. Elle était fille unique et issue d'une famille relativement aisée. Elle n'était pas du tout dans le besoin et ça a d'ailleurs fini par lui jouer des tours. Aubrey avait déjà la trentaine. Elle n'avait jamais vraiment travaillé et elle réclamait sans arrêt de l'argent. L'argent est une source constante de tensions et de conflits au sein de la famille. Autant dire que la succession du patriarche met tout le monde à cran. Quand le père de Dennis est décédé, tous les fonds qu'il possédait avec son épouse Dorothy ont été placés sur un trust au nom de Dorothy. Il devait bien y avoir $1 million. Hi, good to see you again. Thank you for coming. Thank you. La gestion du trust a été confiée à Dennis parce que Gary était irresponsable avec l'argent. Hey, brother, good to see you. Yes, you too. Remember that business proposition we were talking about?
Do you really think this is the time or the place? Every time I try and talk to you, you just like ignore me. It's Dad's funeral. Gary faisait des petits boulots à droite à gauche, mais je saurais pas dire quoi exactement. Everything okay? This is none of your business. This is between me and my brother. Maman n'aimait pas Gary. Il faisait toujours des histoires. Il y avait toujours un problème avec lui. It soon will be her business. Malgré toutes ces tensions palpables au sein de la famille, Suzanne est prête à épouser Dennis pour le meilleur et pour le pire. Deux mois plus tard, Dennis et Suzanne ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire en emménageant dans la maison de leurs rêves, loin de la famille encombrante de Dennis. Grants Pass, c'est un monde à part. C'est dans le sud de l'Oregon. C'est magnifique. C'est une grande petite ville, on va dire. La maison était magnifique, au cœur des montagnes, avec 16 ou 17 hectares de terrain, je crois. C'était immense. Dennis adorait la chasse. C'était son rêve d'avoir une grande propriété, avec des bois et du gibier. Suzanne ne tarde pas à retrouver un travail dans une clinique vétérinaire. Tous nos clients l'adoraient. Elle embrassait tout le monde, les chiens, les chats. Elle était toujours très aimable, toujours souriante. C'était assez cocasse parce qu'elle adorait les animaux et voulait tous les protéger, sauf que Dennis était un chasseur. Dennis et Suzanne rayonnent. Ils sont amoureux, ils ont une belle maison, dans une nouvelle région. Tout leur sourit. Du moins, jusqu'à ce que la famille de Dennis s'invite dans le paysage. Depuis leur altercation aux funérailles de leur père, les rapports entre Dennis et son frère sont très tendus. Apparemment, Gary voulait que Dennis lui prête $100,000 pour acheter un poids lourd. Did you get a chance to look at that information I gave you? You never learn, do you? Dennis gérait les finances de sa mère et il voulait protéger ses économies. Money's there. Yeah, the money's there, but it's not set up for any half-baked idea. Gary était en colère. Il était en colère de ne pas pouvoir piocher dedans. Le fait que Dennis gère le trust était un vrai sujet de discorde. Inutile d'insister. Dennis refuse de toucher au capital de leur mère. Mais il est prêt à faire un geste et à prêter lui-même cet argent à Gary. Okay. But a couple things need to happen first. Il lui a dit « D'abord, je veux que tu passes ton permis poids lourd ». Et il lui a laissé le choix. Tu passes par une auto-école ou un autre organisme. Fine. Dennis n'est toutefois plus seul désormais. Il doit préalablement consulter celle qui deviendra bientôt son épouse. Suzanne n'allait sûrement pas prendre la défense de Gary. So how did it go out there? He tried to hit me up for some more money. Why do you do this? He's my brother. Elle savait depuis le premier jour qu'il allait constamment les harceler. You seriously need to think this stuff over. Ma mère voulait juste s'assurer que Dennis se laisse pas abuser. How much did he ask you for?
going to empty out your pockets. I am so concerned about what he's doing, and every time he comes here, it's for my... Hey, bro, are we going to do this? Yeah. Bien qu'ils aient pris leur distance en déménageant dans l'Oregon, les querelles d'argent continuent de diviser la famille. Son argent lui a attiré plus de problèmes qu'autre chose. J'étais très loin d'imaginer que ça allait prendre des proportions aussi énormes. C'est le début de l'été. Une saison pleine de promesses pour Suzanne Green et Dennis Goins, qui sont aussi impatients l'un que l'autre d'officialiser leur union. Avant de rencontrer Dennis, je dirais pas que ma mère était malheureuse, mais elle souffrait d'être seule. Dennis était vraiment son idéal masculin. Mais qui dit nouveau compagnon, dit aussi nouvelle famille. La pression constante qu'exerce Gary sur son frère aîné Dennis pour qu'il lui donne de l'argent commence à peser sur le couple. L'argent, ça facilite la vie, mais c'est aussi un casse-tête. Non content d'avoir convaincu Dennis de lui prêter 100 000 $ pour monter une entreprise, Gary le harcèle à présent pour tenter d'obtenir encore plus. Son frère était comme un chien à qui on donne un os. Il revenait sans cesse, sans arrêt à la charge. Il abandonnait jamais, jamais, jamais. 2 months rent, pay off my credit card, a little over 21. Monthly bill, emergency room bill payment I would need is $200 for a new windshield, gas approximately $430. This gives me a little breathing. Suzanne me disait, il lui a encore demandé de l'argent. Et elle me racontait qu'il bombardait Dennis d'emails pour en avoir toujours plus. Maman n'aimait pas qu'on profite de Dennis. Elle s'inquiétait pour lui. Ça créait des tensions entre eux. I got it. I'm handling it. Et le problème avec Gary, c'est qu'il est aussi imprévisible qu'incontrôlable. Dennis s'était rendu compte que sa mère donnait régulièrement de l'argent à Gary et il ne voulait pas qu'elle dilapide ses économies. Elle était au premier stade de la maladie d'Alzheimer et sa mémoire faiblissait rapidement. Mom, you need to sign this, okay? Where? Sign on this line right there. Par sécurité, Dennis décide alors de placer toutes les économies de Dorothy sur un trust. Elle ne pourra plus effectuer de transactions sans son approbation. What's going on here? This isn't about you, brother. Oh, I think it is. Gary a sorti son arme et l'a braqué sur Dennis devant leur mère. Et en gros, Dennis lui a dit « Si tu veux me tuer, tire. » Not here. You need to go home. Tu t'occuperas de maman alors qu'elle aura vu son fils mourir. Ils en revenaient toujours à l'argent de Dennis. Comme quoi ça fait pas toujours le bonheur. En l'occurrence, ça a tout détruit. Dennis était sur ses gardes. On va dire ça comme ça, et je sais que Gary avait toujours une arme à portée de main. Dennis était un homme raisonnable. Il n'en parlait jamais. Il gardait ça pour lui. C'était pénible pour lui. Et je voyais bien qu'il ne savait pas comment se sortir de là. Et il n'y avait pas que Gary qui réclamait à Dennis.
Aubrey, la fille unique de Dennis, n'a jamais manqué de rien selon la volonté de son père. Mais elle a maintenant passé la trentaine. Et elle a un petit ami attitré. Aubrey est assez spéciale. Elle est pas très sympa. On ne peut pas dire qu'elle soit très sympathique. Je l'ai rencontrée une fois et elle n'a pas décroché un mot. Elle était très froide, au point où ça frisait l'impolitesse. Suzanne la décrivait comme une enfant gâtée qui avait été habituée à avoir tout ce qu'elle voulait. Et quand son père lui disait non, elle piquait des crises. Dennis lui donnait de l'argent. Mais passé 30 ans, il avait arrêté de tout lui payer. Du coup, régulièrement, elle réclamait. We weren't expecting you. What brings you up this way? I could use an advance. All right. Wait right here. À l'époque, Aubrey fréquentait un garçon qui était assez louche. Disons qu'en le voyant, on avait très envie de tout fermer à clé. So when's the wedding? Soon. We're hoping you can join us. Must be true love. Aubrey n'était pas enchantée par leur relation. Ma mère a essayé de lui tendre la main, mais elle l'a toujours repoussée. Thank you. You're welcome. Love you. Quand vous avez autant d'argent et que vous avez des proches dans le besoin qui commencent à vous réclamer, c'est le début d'une spirale sans fin. What was all that? Les seules grosses disputes que Dennis et Suzanne aient jamais eues, c'était à cause de la famille. Just taking care of her. Dans les familles recomposées, c'est assez courant. It is what it is. I'm done. Combien de temps encore Suzanne pourra-t-elle supporter cette famille toxique qui exploite Dennis? D'autant qu'elle aussi a des dettes, qu'elle peine à rembourser. Elle avait contracté des dettes avec ses cartes de crédit. Suzanne ne parlait jamais d'argent. Elle m'avait confié qu'elle devait travailler pour rembourser d'anciennes dettes. Mais c'est tout. Je n'avais pas posé de questions parce que ça ne se fait pas. Maman avait effectivement des dettes. Elle avait plusieurs cartes de crédit avec lesquelles elle jonglait. Elle vivait comme ça. Là-dessus, Dennis avait été très ferme. Il était hors de question qu'il rembourse ses dettes. Bien des couples saisiraient ce prétexte pour repousser leur mariage ou rédiger un contrat de séparation de biens. Mais Dennis et Suzanne n'en ont nullement l'intention. Cette fois, ça y est. C'est le grand jour et ils sont prêts à sauter le pas. Je n'ai pas pu assister au mariage parce que j'avais 2 enfants en bas âge et que j'attendais le 3e. Aubrey, la fille de Dennis, n'y a pas assisté non plus. Elle a appelé son père 2 jours avant pour lui dire « Papa, j'ai besoin d'argent, je peux passer? Tu peux m'avancer combien ?» Mais Dennis a refusé, donc elle a raccroché en disant « Laisse tomber ». Et elle n'est pas allée au mariage. Un autre membre de la famille manque à l'appel. Le frère de Dennis n'y est pas allé. What's going on here? Gary était vexé. Toujours pour une histoire d'argent. This isn't the last. Sans personne pour s'opposer à leur union, Dennis et Suzanne échangent un grand oui en présence de leurs meilleurs amis. C'était magique, un conte de fées.
Malgré un léger pincement au cœur, les jeunes mariés sont heureux et savourent chaque instant de leur nouvelle vie à deux. Ils étaient sur un nuage. Tous les soirs, Dennis buvait sa vodka on the rocks, tandis que Suzanne sirotait un verre de vin. La vie était douce. Mais toutes les lunes de miel ont une fin. Pendant 1 an, ils ont réussi à chasser les problèmes. Mais voilà que soudain, ils reviennent au galop. Ils ne se disputaient jamais en public, en tout cas pas devant nous. Ils s'envoyaient juste quelques piques par rapport au fait que Suzanne devait travailler pour rembourser ses dettes. Dennis était très généreux, mais il était obligé de fixer des limites. C'est une réaction normale de se dire « C'est bon, j'en ai marre de donner à tout le monde. Je suis pas une banque. » J'imagine que Dennis le faisait pas de gaieté de cœur. Mais il parlait pas de ces choses-là. Comme beaucoup d'hommes, il s'étendait jamais sur ses sentiments. Ce vendredi-là, dans la matinée, Suzanne quitte la maison pour se rendre en ville. En général, tous les vendredis, ma mère allait chez le garagiste pour faire réviser ou laver sa voiture. Et j'en profitais pour l'appeler. Je me rappelle encore de notre échange ce jour-là. Salut maman, tout va bien? Oui, super. La mère et la fille se parlent tous les jours. Le lendemain, Amy rappelle Suzanne. J'ai rappelé dans l'après-midi. Pas de réponse, messagerie. J'ai dit, bon, j'imagine que tu dois être encore en train de te balader. Le week-end passe. Aucune nouvelle de Suzanne, ni de Dennis. Et puis arrive le lundi matin. Il est 8 heures quand je prends mon service. Suzanne devrait déjà être là, mais il n'y a personne. Normalement, elle m'appelle ou elle m'envoie un message, toujours. C'est jamais arrivé qu'elle ait plus de 5 minutes de retard et qu'elle ne me prévienne pas. Jamais. Leur maison étant isolée, je décide d'appeler le shérif, qui me dit qu'il va envoyer quelqu'un. On reçoit souvent ce genre d'appels, d'amis ou de proches inquiets qui n'arrivent pas à joindre quelqu'un. Bref, on envoie un agent sur place. Il constate que leurs voitures sont garées sous l'auvent. Donc il frappe. Mais pas de réponse. Là, on me rappelle pour me dire « Quelqu'un est allé sonner chez eux, mais personne ne répond. » J'insiste, je leur dis « C'est vraiment pas normal. Il y a un problème. Il faut que vous retourniez voir. » Elle est sûre d'elle. Il faut absolument qu'on y retourne et qu'on inspecte les lieux. Ils me demandent « Vous en prenez la responsabilité si on enfonce la porte et qu'on l'abîme ?» Je leur dis « Oui, à 200%. Je suis sûre qu'il y a un problème. Faut que vous alliez voir. » Une équipe commence à inspecter les extérieurs. On est en pleine nature. La maison est perchée sur une colline. Et là, ils voient une bâche bleue. Il y a clairement quelque chose en dessous. Aux 4 coins de la bâche, il y a des cailloux énormes comme ça, un dans chaque coin. Là, tout le monde recule et ils installent un périmètre de sécurité. On comprend qu'il s'est passé quelque chose d'anormal quand ils nous disent qu'ils ont retrouvé un corps dehors. Mais on ne sait pas qui c'est. Suzanne a reçu une balle dans la tête. La moitié de son visage est mutilée. Elle repose face contre terre. Suzanne Goins est morte
et son mari Dennis est introuvable. On fait un métier dans lequel on voit des choses inimaginables. C'est pour ça qu'on essaie toujours de se préparer au pire. Là, on est face au cadavre d'une femme allongée sous une bâche maintenue par des gros cailloux. Quelqu'un a clairement essayé de cacher le corps. Et là, on se dit, bon, on fait quoi maintenant? C'est le mari qui l'a tué? La police décide alors de placer tout le monde à l'abri et d'appeler des renforts. Notre inquiétude, c'est l'inconnu. Le tueur est peut-être dans la maison en train d'attendre et de planifier une embuscade. Sur des affaires de violence domestique, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire prendre en joue. C'est des contextes où les choses peuvent déraper facilement. Il faut donc être très vigilant et s'assurer que le tueur n'est pas là à attendre, tapis dans l'ombre que les enquêteurs arrivent pour leur tirer dessus. Après avoir passé le premier étage au peigne fin, l'équipe se rend au sous-sol. Fin du suspense. Dennis est là. Il est étendu par terre. Il a reçu plusieurs balles. Il est mort. Il a toujours ses lunettes de soleil. Elles sont couvertes d'éclaboussures. Il n'y a pas d'arme à côté de lui, ce qui signifie que c'est un double homicide. Donc il ne s'est pas suicidé après avoir tué sa femme. J'ai jamais pensé un seul instant que Dennis ait pu faire du mal à Suzanne. Ça m'a même pas traversé l'esprit, pas une seconde. Il n'y a pas une minute à perdre. Les enquêteurs commencent à inspecter méthodiquement la scène de crime. Dennis gît à environ 3 mètres 50 de son coffre-fort. À côté de lui, il y a des munitions, des armes, des cartes de crédit. Il y a également un reçu pour une arme de poing, mais pas d'argent en liquide. Et il y a aussi un étui de revolver qui correspond à aucune des armes présentes. On peut penser à ce moment-là qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Contre toute attente, il s'avère très vite que le revolver manquant n'est pas l'arme du crime. Le plomb retrouvé dans le corps de Suzanne provient de la même manufacture que le plomb retrouvé dans le corps de Dennis. On sait d'ores et déjà que l'arme du crime est un fusil de chasse de calibre 20. On pense qu'ils ont été assassinés le vendredi dans l'après-midi ou en début de soirée, le 21 octobre. Plusieurs témoins ont parlé à Suzanne dans la matinée. Et puis l'après-midi, plus personne n'a eu de nouvelles. On pense que le meurtrier attendait Suzanne devant la maison et qu'il l'a abattue dans sa fuite. Puis qu'il a obligé Dennis à ouvrir le coffre-fort dans lequel étaient rangées ses armes et son argent. Ce n'est qu'une supposition, car il est impossible de déterminer qui a été tué en premier, Suzanne ou Dennis. En juger par les premiers indices qu'on a, c'est une vengeance personnelle. Ils n'ont pas été tués par hasard. Le meurtrier les connaissait. Il fallait déjà savoir qu'il y avait une maison dans ces collines. Très vite, la nouvelle se répand qu'un drame terrible est survenu à Grants Pass. Il était 20h28. Quand j'ai appris que ma mère était morte, j'avais mon bébé dans les bras. Je me suis effondrée. Mon ex-mari a rattrapé la petite. J'avais envie d'hurler, mais ça sortait pas. October 24th. C'était le 24 octobre 2011. Sorry. Désolée. Je savais, depuis le début, au fond de moi, qu'il y avait un problème, mais j'espérais qu'ils étaient juste blessés.
Mais oui, ça a été dur. C'est pas normal. Les enquêteurs interrogent les amis du couple, qui leur révèlent que Dennis était à couteau tiré avec son frère Gary. Les langues commencent à se délier au sujet de Gary Goins. On apprend qu'il avait menacé de les tuer pour des histoires d'argent. Et aussi qu'il était déjà allé chez eux et qu'il connaissait l'existence du coffre-fort. Hey bro, did you get a chance to look that information I gave you? Clairement, Gary Goins, le frère de Dennis, est un suspect potentiel. Le frère de la victime est interpellé près de chez lui à Pollock Pines, en Californie, à 6 heures de route de Grants Pass. Il est placé directement en garde à vue par le shérif du comté d'El Dorado, en Californie, pour être interrogé. Sorry to keep you waiting. We had quite a drive. Yeah. Yeah, we came from Oregon. Oregon? Yeah. This is my mom, my brother, and my sister-in-law live. Yeah. Grants Pass. Rien de spécial à dire sur lui. Il est pas nerveux. Okay, I hate to be the bearer of bad news, but you mentioned that you have some family up in the Grants Pass area. Your brother and sister-in-law were found murdered on Monday. So, I'm very sorry for that news. You were found murdered Sunday or Monday? Sunday. Monday. Is this a joke? No, sir. No, sir. And we did want to talk to you. I understand from... When did this happen? We don't know. Where did it happen? How did it happen? We don't know. Come on. We don't know. Happened at their... we believe it happened at their residence, but we're not sure at this point, okay? Il a l'air sidéré, mais il ne pleure pas. He never cried. Il montre aucune émotion. On lui dit qu'il s'agit d'un double meurtre. Et on lui demande où il a passé le week-end. Il nous répond « J'étais pas chez moi, j'ai passé la fin de semaine chez un ami. » Raymond, l'ami en question, vit dans la région de la baie de San Francisco, à 6 heures de route également de Grants Pass. Thursday night, Friday night, Saturday night? Yeah. Okay. Non seulement il leur dit « J'ai un alibi vu que j'étais chez mon ami », mais il leur fait également un récit de toutes leurs activités. Et il précise bien qu'il y était le vendredi, ce qui le met automatiquement hors de cause, puisqu'on sait que les victimes étaient encore vivantes le vendredi matin. If this is what you're asking me to cover my whereabouts or something. Well, Gary, I got to tell you, there's been some hinting in people, I guess, that have known Dennis or talked to Dennis who seem to think that there was some sort of problem between you and your brother. And, how could there be a problem between me and my brother? It doesn't sound like there is one coming from you. Like, you love your brother. I asked you what you thought of him. You think highly of him, it sounds like. My brother's a big guy, smart guy. He's got a $150,000 Ferrari. He's got tractors. He's got all kinds of stuff. He likes to hunt. He likes to drink. He's a good guy. His wife, he just married her. She's a sweet gal. We're kind of worlds apart, you know. He has a lot of money. Gary jure aux enquêteurs qu'il n'est au courant de rien concernant les meurtres et l'interrogatoire prend fin. Il n'a pas du tout le comportement d'un suspect. Dans l'ensemble, il est calme. Any questions or anything you want to ask us? No. Let's find out who did this. Okay. Make sure my mom's okay. All right. Une fois les caméras éteintes, Gary fait une dernière confidence aux enquêteurs. Il nous pointe un suspect du doigt, la fille de Dennis, en disant qu'elle voulait les tuer pour l'argent. Les enquêteurs ont du mal à cacher leur surprise. Une jeune femme qui voudrait assassiner son père? C'est rare.
mais pas impossible. Dennis et Suzanne n'avaient pas fait de testament. Dans ce cas, ce sont les héritiers directs, en l'occurrence les enfants, qui héritent de l'ensemble des biens. Dans ce cas, Aubrey pourrait-elle avoir d'autres raisons d'avoir commis le crime? C'est assez rare les affaires où tout est prémédité avec autant de minutie, de l'alibi jusqu'à l'exécution. Et en même temps, c'est une famille très particulière. And sister-in-law were found murdered. You know anybody that might have wanted to hurt them? Figured you had it. Interrogé au sujet du double meurtre de son frère Dennis et de son épouse Suzanne, Gary Goins n'a pas hésité à accuser sa nièce Aubrey. Fille unique, elle est la seule héritière et sera bientôt à la tête d'une fortune. Elle a fini par hériter de tout ce qui appartenait à son père. Les enquêteurs la convoquent pour un interrogatoire. Une des théories de Gary, c'était qu'elle se droguait et qu'elle avait besoin d'argent. Une des grandes craintes de Dennis, c'était qu'Aubrey hérite de tout son argent et qu'elle le gaspille au lieu de le faire fructifier. Tell me about your relationship with your dad. It's fine. Normal. Did you get along with Susan? Kind of. Where were you on Friday, 21st? I was at home. Kane, we're verified. Aubrey était donc chez elle, près de San Francisco et loin de Grants Pass, au moment où les meurtres ont été commis. Et les enquêteurs n'ont aucune raison de douter de son témoignage. Cela signifie que quelqu'un d'autre ment. Quand on a demandé à Gary Goins, pendant son interrogatoire, où il avait passé le week-end, il nous a répondu qu'il était allé chez un ami prénommé Raymond. Raymond vit près de Redwood City, soit à environ 6h30 de route de Grants Pass. On lui rend donc visite, on lui explique qu'il est le seul alibi de Gary. Et on lui demande quelques précisions. On veut surtout savoir quel jour Gary est arrivé, pour déterminer s'il a eu le temps de commettre les meurtres avant d'aller chez son ami. Et là, Raymond nous répond, et il est catégorique, que Gary est arrivé chez lui le samedi dans la matinée. Gary a déclaré aux enquêteurs qu'il était arrivé chez Raymond le jeudi. S'il s'avère qu'en fait il est arrivé le samedi, cela signifie qu'il a largement eu le temps de tuer Dennis et Suzanne. Was he acting any different? J'explique alors à Raymond que pour les besoins de l'enquête, on aurait besoin de fouiller sa maison, au cas où Gary aurait laissé derrière lui des indices qui pourraient nous être utiles. Je lui demande de me montrer l'endroit où Gary a dormi. Et il me désigne le futon, dans le séjour. Alors, avec toutes les précautions nécessaires, je soulève le matelas du futon, et là, par terre sous le sommier, je vois un fusil. Un fusil de calibre 20. Comme celui qui a servi à assassiner Dennis et Suzanne. Là, Raymond se met en colère, parce qu'il a l'impression que Gary essaie de lui faire porter le chapeau. Il suppose que Gary a attendu qu'il aille se coucher pour aller chercher l'arme dans sa voiture et la planquer sous le futon. Je suis dehors, je crois, quand un de mes collègues m'appelle dans la cuisine pour me montrer un tiroir situé sous le comptoir du micro-ondes. Un tiroir dans lequel se trouve une carte routière qui a été dépliée et repliée de sorte qu'en la prenant, on tombe directement sur la zone de résidence de Dennis et Suzanne Goins. Et à côté de la carte, il y a un courrier concernant une demande de procuration pour la mère de Dennis et Gary. Là, on a le pouls qui s'emballe en voyant ces deux documents côte à côte. Parce que on sait que la gestion du patrimoine de la mère était un sujet de discorde entre les deux frères. Les enquêteurs demandent un accès à l'historique bancaire de Gary et constatent que son compte a récemment été crédité de plusieurs milliers de dollars. Entre la somme en liquide qui a été versée sur son compte et l'argent qu'on retrouve ensuite à son domicile, il n'y a pas loin de 12 000 dollars.
Impossible de prouver la provenance de ces fonds en liquide. Mais la chance est du côté de la police. L'ami de Gary Goins retrouve alors tout en haut d'un placard bien caché au fond un t-shirt dans lequel est enveloppée une arme. Il est inquiet parce qu'il n'a jamais vu cette arme. Donc il prévient la police. Et vérification faite, il s'agit du revolver qui a été volé dans le coffre-fort de Dennis Goins. Et les rapports d'analyse sont formels. La chemise comporte des traces d'ADN de Gary. Gary Goins est inculpé pour le meurtre de son frère et de sa belle-sœur. Le 19 mai 2015, il est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Donc, la théorie qu'on a présentée au procès est la suivante. Le jeudi 20 octobre, Gary Goins se rend à Grants Pass et il passe la nuit caché sur la propriété. Puis, le vendredi matin, Dennis et Suzanne partent chacun de leur côté. Dennis ouvre son courrier et il lit son journal. Il est encore en ville quand Suzanne rentre à la maison. Au moment où elle arrive en voiture et qu'elle se gare, elle voit Gary Goins, qui est armé d'un fusil. Elle tente alors de s'enfuir, mais Gary l'abat d'une balle en pleine tête. Ensuite, Dennis Goins arrive avec son pick-up. Et quand il voit son frère, une dispute éclate entre eux deux. Gary l'oblige à ouvrir son coffre-fort. Puis il l'abat avec le même fusil qu'il a utilisé contre Suzanne. Et il le laisse là. Gary Goins est un monstre qui me hante. Ce n'est pas un homme bon. C'est la réincarnation du diable. C'est un psychopathe. Ça fait peur de se dire qu'il y a des âmes mortes parmi nous. Et Gary en est une. J'imagine que Gary a éliminé Dennis pour pouvoir prendre sa place et faire main basse sur l'argent de Dorothy. Et il n'était pas forcément après l'argent de Dennis. Il a pris le liquide qu'il y avait dans le coffre, parce que c'était de l'argent facile. C'est incompréhensible qu'il les ait tués tous les deux. Mais on perd notre temps à essayer d'être logique avec des gens comme ça. J'imagine qu'il s'est dit que s'il les tuait tous les deux, il n'y aurait pas de témoins. Pour Aubrey, la fille de Dennis, l'héritage se chiffre en millions. Ça a été dur pour Aubrey. Elle est passée par toutes les phases. Après la mort de son père, je crois qu'elle s'est surtout sentie perdue. Et quand elle a fini par hériter de l'argent de Dennis, elle a perdu les pédales. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait tout dilapidé en moins de 2 ans. Et sa mère avait dû payer ses factures d'électricité pour qu'elle puisse se chauffer. Tuer un membre de sa famille, c'est horrible. Mais le faire pour de l'argent, c'est insensé.